Alors, le président Donald Trump a fait un serment, en tout cas il a écrit sur Truth, que les États-Unis étaient prêts d'aller faire une attaque au Nigeria afin de sauver les chrétiens qui sont tués en masse dans le nord du pays. Le président Donald Trump a menacé le Nigeria directement, sans passer par 3 chemins. Si vous ne nous apprêtez pas, nous allons envoyer les armées pour aller détruire complètement ce que vous faites. Avant de commencer, je vous encouragerai de faire ça. Faites ça s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. Vous savez, ici on parle pour grandir, pour comprendre, pour nous élever et pour changer. Je pense que c'est très important, on va essayer de voir un peu ce rapport de force qui se passe entre le Nigeria et les États-Unis d'Amérique actuellement. Le président Donald Trump a dit ouvertement, sans mâcher les mots, qu'ils sont prêts à aller bombarder et détruire si le Nigeria ne fait rien pour protéger les populations chrétiennes qui sont décimées dans le nord du pays par ceux qui ne sont pas chrétiens. Voilà ce qu'il a écrit sur Truth.com. Si le gouvernement nigérien continue de permettre des meurtres de chrétiens, les États-Unis cesseront immédiatement toute aide et assistance au Nigeria et pourraient très bien pénétrer dans ce pays désormais discrédité, armes à feu braquées pour anéantir complètement les terroristes islamistes qui commettent des horribles atrocités. J'ordonne par la présente notre département de guerre, puisque les États-Unis ont changé, son département de défense n'est plus un département de défense, c'est le département de guerre, dans l'objectif de faire peur, évidemment, de se préparer à une éventuelle action. Okay? Si nous attaquons, ça sera rapide, vicieux et doux. On le fera exactement comme les voyous terroristes attaquent nos chers chrétiens. Ensuite, il souligne disant, avertissement. Le gouvernement nigérian ferait mieux d'agir vite. Le gouvernement nigérian ferait mieux d'agir vite. Sinon, on fera quoi? On viendra, armes à feu braquées, corriger des horribles atrocités, bref, défaire ces atrocités comme ils le disent. C'est une menace, c'est une intimidation directe. C'est sans passer par 4 chemins. Le Nigeria, évidemment, a réagi en disant le Nigeria rejette les menaces militaires américaines au sujet des accusations des persécutions de chrétiens. Le président Bola Tinubu et le ministre des Affaires étrangères ont fermement nié les allégations du président américain Trump, selon lesquelles il existerait une menace existentielle contre les chrétiens de la part des groupes islamistes, qualifiant cela de mauvaise caractérisation du pays religieux africain. Le Nigeria, évidemment, veut donner son impression, ou en tout cas réaffirmer l'impression que le pays est hétéroclite. Il y a donc une bonne diversité de personnes. En plus des chrétiens, il y a aussi des musulmans qui vivent en communauté et en paix. Chose qui est très discutable. Les chrétiens ont maintenant peur de se déplacer. Les chrétiens ont peur de prier librement. Si Donald Trump veut intervenir, alors qu'il le fasse, il n'y a rien de mal à cela. Il y a beaucoup de débats en cours. Certains nient qu'il y ait eu génocide des chrétiens et de la nation. On ne peut pas diffuser des informations factuelles sans les présenter clairement. On voit des centaines de personnes enterrées. Et vous osez dire qu'il n'y a pas de génocide? Quelle bande d'ignobles! Bien évidemment, pourquoi vous pensez que M. Trump le dit? Okay? Il y a beaucoup de gens qui disent, la raison pour laquelle Trump le dit, c'est simplement une excuse que les États-Unis cherchent pour aller s'installer au Nigeria, implanter une base militaire et en plus négocier un traité d'exploitation de richesses, n'est-ce pas? Le Nigeria est un pays riche. Est-ce vrai ou faux? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que Trump cherche une excuse simplement pour rentrer au Nigeria? Ou bien il y a un réel problème au niveau de chrétiens? Est-ce que vous pensez que Donald Trump vraiment pense aux chrétiens africains? Vous le pensez vraiment? On va essayer de voir qu'est-ce que les États-Unis voudraient bien du Nigeria. Qu'est-ce qu'a le Nigeria que les États-Unis désireraient peut-être? On va essayer de voir. Il y a plusieurs histoires. Les États-Unis est un pays riche. Mais on va essayer de voir 3 histoires très intéressantes. Il y a le lithium par exemple. À quoi sert le lithium? Pourquoi les États-Unis voudraient le lithium? Le lithium, évidemment, est essentiel pour les batteries rechargeables des véhicules électriques, les smartphones, le système de stockage d'énergie renouvelable. Dans tout ce qui est associé au smartphone, énergie renouvelable, voiture électrique, a besoin de lithium. C'est un business très important pour les États-Unis. Cobalt, par exemple. Le cobalt est très important. Le Nigeria en a en vrac. C'est important pour les moteurs à réaction, les alliages magnétiques et la technologie de défense. Les États-Unis en ont besoin. Il y a aussi les terres rares, essentielles pour les appareils high-tech et des systèmes militaires. Et les États-Unis d'Amérique, évidemment, en meurent comme un froid. Alors, serait-ce une belle opportunité ou simplement des excuses venant de Trump dans l'objectif d'aller s'installer au Nigeria afin de piller gratuitement comme ils le font dans beaucoup d'endroits? C'est une possibilité, n'est-ce pas? Évidemment, vous ne blâmerez pas Trump de vouloir agir comme Trump.
Vous ne blâmerez pas les États-Unis d'Amérique, un pays puissant, de vouloir agir comme naturellement agissent les pays puissants. Chercher chaque opportunité qui se présente pour aller se forcer et s'asseoir. Comme l'ont fait les Anglais il y a cela très très longtemps en Chine, partant et influençant et imposant le trafic d'opium à l'époque. Ils sont partis vendre l'opium aux Chinois. Au départ, les Chinois étaient d'accord. Ils en prenaient volontiers. Après, le gouvernement chinois a dit non. En tout cas, l'hiérarchie, on n'en veut plus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés à la guerre contre les Chinois, forçant l'opium, qui est une drogue, aux Chinois. Ils ont forcé ça. La deuxième guerre de même, ils sont venus aider par la France à attaquer la Chine pour forcer l'opium. C'est ça, les nations puissantes. Est-ce que vous en voudrez à une nation puissante de vouloir imposer ce que les nations puissantes, naturellement, imposent? Encore une fois, est-ce vrai que M. Trump ou les États-Unis d'Amérique cherchent une opportunité pour aller se forcer au Nigeria et piller? C'est une possibilité. Mais est-ce que cela exclut le fait qu'il y a des gens qui sont principalement chrétiens qui sont tués en vrac au Nigeria? Absolument pas. Donc, faudrait-il blâmer Trump de vouloir venir chez vous pendant que vous ne fournissez aucun effort pour résorber les problèmes que vous avez à l'intérieur? Absolument pas. C'est simple. Y a-t-il des gens qui sont tués au Nigeria? Beaucoup de gens. Comment? Par des gens du Nord. Le Nigeria, pour ceux qui ne connaissent pas, le Nord est principalement islamique. Le Sud est principalement chrétien, animiste et autre chose. Okay? La partie du Nord a ses lois. Les lois sont différentes. Généralement, dans le secteur de Kano, il y a la loi du charia. C'est une loi totalement différente aux lois western, aux lois romaines, aux lois africaines que vous connaissez en général. Là-bas, d'ailleurs, récemment, j'ai vu une vidéo où il y avait, pendant qu'ils jeûnaient, ou récemment, pendant qu'ils étaient en carême, il y avait des gens, il y a eu des dames qui sont parties vendre des bananes. Elles ont été arrêtées, ils ont été flagellés, battus, jetés en prison pendant un temps. Des hommes ont été tabassés, il y a 2 ou 3 qui ont eu la mâchoire cassée ou quelque chose comme ça. C'est une loi difficile. Enfin, posez-vous la question. Une personne qui vend à manger pendant les périodes de carême, qu'est-ce qui serait la raison pour laquelle il le ferait? Simplement parce qu'il n'a pas d'argent. Donc, il n'y a pas d'emploi. Le manque d'emploi l'a poussé à aller vendre des histoires pour avoir de quoi manger le soir pour ses enfants, n'est-ce pas? Si tout le monde est en carême, ses enfants sont en carême aussi, c'est-à-dire à la fin, quand il faut déjeuner, il faudrait bien qu'on mange quelque chose. Elle mangerait quoi? La population de 227 millions d'humains. Et le gouvernement n'a pas assez d'emplois pour tout le monde. Faudrait-il en vouloir à une maman qui cherche comment faire de l'argent pour nourrir ses enfants après leur carême? Non. Faudrait-il prendre cette maman, la tabasser et la battre? Je ne sais pas. Point d'interrogation. Pour essayer de comprendre cette histoire, il faut se poser la question de savoir comment est-ce que M. Trump était au courant. Comment a-t-il su qu'il y avait des gens, principalement chrétiens, qui sont tués au Nigeria? Ezekiel Dachomo, voilà cette personne. Un pasteur qui prêche dans les villages, généralement, est l'une des personnes qui a attiré l'attention de Trump en faisant une vidéo demandant au public de taguer Trump. Suivez la vidéo. Le gouvernement nigérian a catégoriquement nié les faits. Il n'y a pas eu de massacre. Il n'y a pas eu de génocide des chrétiens au Nigeria. Et regardez aujourd'hui. Y a-t-il encore des musulmans? Non. Nations Unies, je sais que vous me surveillez. Sénat américain, vous observez mes paroles et mes actes. Conseiller spécial de Trump, je vous en prie, dites à Trump de sauver nos vies au Nigeria. Now, please tell Trump to save our life in Nigeria. Quand vous regardez ce monsieur, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez la frustration, la colère, le ras-le-bol. Okay? Dans ces expressions, vous voyez qu'il y a un ras-le-bol. Et pourquoi il y a un ras-le-bol? Il y a généralement un ras-le-bol parce qu'il y a eu, depuis un temps, résistance à la demande. Ou parce qu'on a fait semblant de ne pas écouter sa demande. Pourquoi on se fatigue? On se fatigue parce qu'on a essayé à plusieurs reprises. Sa façon de s'exprimer exprime un ras-le-bol. Pourquoi? Parce que monsieur a exprimé son inquiétude au gouvernement à plusieurs reprises. Disons, ici, on est en train spécifiquement de cibler des chrétiens qui sont finis. Qu'est-ce que vous faites par rapport à la situation? En fin de compte, le gouvernement a commencé à faire semblant. Vous savez, c'est très simple. Quand vous pensez à une personne qui travaille à la morgue, par exemple, à la première fois il était présenté à un cadavre, qu'est-ce qu'il arrive? Il a peur, ou il a des sentiments qu'il a du mal à maîtriser. On parle aussi même ici des infirmiers et infirmières. Mais au fur et à mesure que vous voyez ces situations régulièrement, des gens perdent leur vie éventuellement, vous perdez la sensibilité de voir des choses qui sont normalement extraordinaires pour le commun d'humains, n'est-ce pas? C'est la même chose qu'une personne qui vit dans un endroit où il y a une pourriture, où il y a une odeur, dans une chambre où un rat est mort. Éventuellement, vous ne sentez plus l'odeur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dehors, aller faire un tour, marcher et rentrer après quelques heures. C'est alors là que vous vous rendez compte que cet endroit sent mauvais. Est-ce la même condition qui est arrivée au gouvernement nigérian? C'est-à-dire, au fur et à mesure, à force d'être longtemps exposé aux gens qui sont tués chaque jour, vous ne le ressentez plus. Ça ne fait plus
le news. Ce n'est plus un problème à gérer. C'est la même histoire, très similaire à ce que vous voyez ici dans ce pays, République démocratique du Congo. La majorité des gens vivent ici. Regardez, ça c'est Kinshasa. Kinshasa, c'est la capitale. Mais là, c'est l'est de la RDC. La Goma, vous voyez, Goma, ça c'est Bukavu. Le clair de massacre, c'est passe quelque part là-bas. En tout cas, entre ces villes là-bas. C'est là-bas que les gens sont tués, c'est là-bas que les gens sont finis et tout le bas. Les femmes sont prises de force, c'est là. Alors la moyenne des personnes qui vivent à Kinshasa, qui est à peu près 2000 km loin de Béni, à un moment donné, on a l'impression que le pays va bien. Ils n'ont aucun problème. Il n'y a pas de guerre. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas sujets à la menace, ils ne sont pas sujets à la peur régulière, ils ne sont pas sujets au viol. Donc, éventuellement, ça ne pose plus, ce n'est plus à la une, ce n'est plus, on perd la sensibilité. Alors, serez-vous choqué de voir une personne qui vit ici demander de l'aide venant d'ailleurs? Parce qu'apparemment, pour elle, les gens qui sont à Kinshasa ne s'occupent pas d'eux. C'est la même histoire qui se passe au Nigeria. Alors, beaucoup de personnes posaient la question de savoir comment ça se fait que ce pasteur a pu s'exprimer comme ça? Pourquoi il appelle Donald Trump? Pourquoi est-il en train de demander la présence d'une force étrangère qui, quand elle s'installe, aura du mal à quitter? Mais c'est clair, c'est parce que monsieur a crié depuis longtemps demandant au gouvernement de faire quelque chose par rapport à ça. Et le gouvernement, au fur et à mesure, qui naturellement aussi, pour la plupart des cas, est géré par des gens qui ne sont pas essentiellement chrétiens. Et là, ça devient dangereux parce que ça commence à devenir une histoire de religion. Ne disent absolument rien. D'ailleurs, il y a un monsieur récemment, un monsieur de Renaud Omokri, qui a catégoriquement nié tout ce que le pasteur a dit. Il a dit que c'était des faussetés, il n'y a pas de chrétiens qui sont tués, tout le bazar. Et qu'est-ce que le monsieur a fait? Le monsieur a maudit monsieur Renaud Omokri. Renaud Omokri, comment s'appelle-t-il déjà? Il est venu et a affirmé qu'il n'y avait pas de génocide de ce genre au Nigeria. Je l'ai déjà maudit. Il ne connaîtra jamais la paix, même dans la tombe. Le sang de ceux qui ont pénétré mon esprit, je le lui transfère. Ma tête, je la lui rends. Le pasteur, c'est dans la culture nigériane, maudire les gens, God forbid, your life will never come right, c'est un truc de Nigérian. Donc le pasteur a maudit ce monsieur disant, le sang de tous ceux-là qui sont morts sera sur ta tête et tu en paieras un prix fort. Encore une fois, est-ce que Trump cherche une opportunité, en tout cas les États-Unis, pour s'installer et prendre? C'est une forte possibilité. Faudrait-il le blâmer pour ça? Absolument pas, parce que c'est comme ça que la nature de l'humain est. L'être humain, en tout cas dans sa nature, le fort dominera toujours sur le faible. Pourquoi tu lui en donnes une opportunité? C'est ça la question. Alors, si monsieur, disons qu'ils veulent vraiment venir, pourquoi vous leur donnez l'opportunité de venir? Parce que c'est une histoire interne qui aurait pu être résorbée à l'interne. Pourquoi on ne fournit aucun effort? En tout cas, pas suffisamment d'efforts pour éteindre cette histoire. Alors, y a-t-il une hypocrisie dans cette histoire? Parce qu'il y a à peine une année, dans le Congrès américain, il y avait une discussion très chaude où on posait des questions pour savoir où partait l'argent américain, en tout cas en Afrique. Et apparemment, il était rapporté qu'une partie de l'argent se retrouvait entre les mains de Boko Haram, qui sont au Nigeria. Suivez. 697 millions de dollars par an, sans compter les transferts d'argent liquide, les madrasas, l'EI, Al-Qaïda, Boko Haram, l'EI Khorasan et les camps d'entraînement terroristes. Voilà ce que cela finance. Qu'est-ce que ça veut dire? Les États-Unis d'Amérique sponsorisent ces gens et ce sont les mêmes Américains qui viennent blâmer les Nigérians de la situation qui a été créée quelque part par leurs moyens. Ça veut dire quoi? Ou bien c'est autre chose, parce que nous vous rappelons ici que ceux qui envoient de l'argent en Afrique ne sont pas le groupe de Trump. C'était le gouvernement précédent qui était activé dans cette histoire. Donc quand Trump est arrivé au pouvoir, ils ont essayé d'arrêter cette histoire. Mais la question qui se pose est celle-ci. Est-ce qu'ils ont arrêté ce financement qui se faisait, qui sointait vers Boko Haram? Point d'interrogation. Alors, y a-t-il hypocrisie ou pas? Est-ce que Trump peut justifier cela en disant « ce n'était pas moi, c'était Joe Biden ». Moi, je suis venu et j'ai arrêté ça. Il y a aussi une autre personne très importante que je voudrais que vous voyez, l'ex-ministre d'Affaires étrangères nigérian, qui a ouvertement dit qu'ils avaient un rapport, pendant qu'ils faisaient des investigations par rapport à Boko Haram, un rapport disant que les hélicoptères partaient dans les milieux affectés par Boko Haram. Et ces hélicoptères, pilotés par des Blancs, déposaient pas seulement des armements, mais aussi des fonds à ces gens. Suivez ce qu'il a à dire. Helicopters piloted by white people kept landing. Des hélicoptères pilotés par des Blancs atterrissaient sans cesse et déchargeaient des armes, des marchandises et de l'argent à ces gens. Les villageois ignorent désormais qui sont ces Blancs et n'ont aucune raison de nous mentir. Nous avons commis une erreur. Certains d'entre nous, au sein du comité Boko Haram, avons fait une erreur. Nous pensions que c'était les Français qui étaient responsables. Or, un membre du Congrès américain a démenti. Ce sont bien les Américains qui font cela. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, au départ, il pensait qu'ils étaient Français. Mais en fin de compte, ils ont découvert qu'ils n'étaient pas Français,
qu'ils étaient plutôt américains. Alors la question qu'on pose, pourquoi les Américains feraient ça? Est-ce parce qu'ils cherchent une opportunité, une certaine instabilité pour finalement trouver une belle opportunité pour s'installer, créer une base militaire et aussi négocier les minéraux comme ils ont fait avec l'Ukraine? Point d'interrogation. Alors, serait-il juste de dire que les personnes qui sont tuées sont seulement chrétiens? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit juste. Je pense qu'il y a des gens, en tout cas parmi ceux qui ont été tués, je ne pense pas qu'il y ait seulement des chrétiens. Il y a des musulmans qui ont été battus, il y a des animistes et tout le bazar. Et c'est ça, ce serait injuste de dire qu'il y a que des chrétiens qui sont tués. Mais ce serait pas correct de dire que les chrétiens ne sont pas tués du tout, non plus. Parce que la réalité, c'est celle-ci. Scientifiquement parlant, on dit, les statistiques disent qu'il y a plus de chrétiens tués au Nigeria qu'il y en a tués partout dans le monde combiné. C'est malade. Plus qu'en Arabie Saoudite et ailleurs, plus qu'en Corée du Nord. Et les gens sont tués par rapport à ça. On ne dit rien. Les médias nigérians n'en parlent pas. C'est ça le problème. Alors encore une fois, est-ce que les États-Unis cherchent un moyen, coûte que coûte, vaille que vaille, pour aller s'installer? Eh ben, c'est une possibilité. Voilà ce que font les pays forts. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, les Américains ont accusé l'Afrique du Sud de géno contre les Blancs, n'est-ce pas? Alors, est-ce vrai que les Blancs étaient tués ou sont tués en Afrique du Sud? Absolument vrai. Sont-ils fermiers? Oui, ils sont fermiers. Alors, y a-t-il seulement des Blancs fermiers qui sont tués? Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas seulement des Blancs fermiers qui sont tués. Mais l'accusation est restée transparente. Alors, est-ce que ça veut dire que l'Afrique du Sud doit ignorer l'histoire parce qu'il y a des Blancs et aussi des Noirs qui sont tués? Non. Mais y a-t-il majoritairement de Blancs? Oui. C'est une réalité qui doit être changée. Et à travers de RSF, il a été accusé d'avoir tué plus de 1000 personnes. 1000 personnes de population parmi les populations noires soudanaises. Et ils sont réjouis. Au fait, il fait des vidéos avec ça. Beaucoup de personnes se sont levées, en tout cas sur Internet, vous humilient ensuite, ils vous tirent dessus. Voilà le monsieur. Il a été arrêté récemment après un tollé général fâché contre lui. Pourquoi le groupe RSF fait cela? Et quelques jours plus tard, on l'a arrêté. Ça, c'est une vidéo où on montre que le monsieur a été arrêté. Mais la réalité est que beaucoup de personnes doutent de ça. On dit, on l'a simplement arrêté parce qu'on a mis une pression internationale. Et on ne fera absolument rien. Le monsieur se perçoit comme arabe. Ok, et sa façon de traiter des gens dépend de la texture de leurs cheveux. Vous regardez ses cheveux. Si vos cheveux ne sont pas analogues à ses cheveux, vous allez certainement passer à l'épée. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ce qui se passe au Soudan est absolument atroce. Des choses effroyables se passent actuellement au Soudan. Les images satellitaires ont démontré. Regardez ces images ici. Les experts de l'université d'Harvard ont confirmé que c'est le sang. Donc, on peut voir du sang au sol depuis des images satellitaires au Soudan. Ce sont des gens, des civils, qui sont mis en ligne et exterminés complètement. Pourquoi? Simplement pour leur appartenance. Ce sont des gens qui appartiennent aux tribus Fur, Malasite, Zagawat, Tunju, Berti, qui sont principalement des tribus noires au Soudan. Ce groupe qui massacre de gens aujourd'hui au Soudan sont soutenus et sponsorisés par les Émirats Arabes Unis, selon les accusations internationales. Je pense qu'il est important qu'on le découvre. Le Soudan a eu son indépendance en 1956 et à l'époque il était colonisé par les Anglais et les Égyptiens. Divisé en deux parties, la partie nord du Soudan était occupée par la population qui s'identifie en tant qu'arabe et la partie sud par ceux qui s'identifient en tant que noirs africains. Pendant très longtemps, les populations nord au Soudan se plaignaient du traitement qu'ils reçoivent de la part de la population arabe qui contrôle le pays, qui l'a contrôlé depuis l'indépendance. Ils disaient que les institutions, les infrastructures, les investissements sont généralement faits dans les côtés arabes, mais les côtés noirs sont absolument négligés. Beaucoup vivent dans la misère, la pauvreté et la peine. Et depuis très tôt, juste après l'indépendance, il y a eu des groupes armés, des personnes noires qui se sont levées parce qu'ils en avaient marre. Ils disaient que c'était complètement incohérent. Comment ça se fait que nous sommes négligés? On ne veut plus continuer à vivre ainsi. Et pendant ce temps aussi, il y avait des groupes armés arabes dont l'objectif était simplement de taire complètement les noirs qui s'élevaient pour demander leurs droits. Puisque l'armée le faisait de temps en temps, en exaction, on tabassait, on tuait, on massacrait des Noirs, et que l'opinion internationale de temps en temps pouvait se lever pour poser des questions au gouvernement, le gouvernement a agi en sponsorisant des groupes armés, principalement arabisés, pour faire ses basses besognes. Alors, parmi ces groupes qui tuaient généralement des Noirs, il y avait un groupe effroyable reconnu au nom de Janjaweed. Ils étaient puissants, généralement sans restreinte, et massacraient des gens, des civils, des hommes, des femmes, des villages entiers, brûlés, prenaient des femmes de force et tout ce que vous pouvez vous imaginer. Les Janjaweed ont grandi une réputation de frayeur et de peur autour du Soudan. C'était les Janjaweed qui ont commis des atrocités effroyables. On parle à hauteur de 400 000 personnes massacrées pendant ce moment-là. Et après cette histoire de Darfour, les Noirs, évidemment, généralement, du sud du Soudan, voulaient créer un pays autonome. Ils voulaient un pays à eux-mêmes où ils pouvaient se diriger entre eux. En 2011, ils ont eu leur indépendance. Le Soudan du Sud était né. Rappelez-vous, le Soudan, au départ, était le pays le plus grand d'Afrique. Et après cela, ce n'était plus le cas. Pendant cette séparation, qui avait pour objectif de séparer les Noirs des Arabes ou des Soudanais arabisés, il y a eu quand même plusieurs poches, plusieurs endroits où plusieurs Noirs Soudanais étaient quand même restés dans le Nord. Pourquoi? Parce qu'ils étaient localement situés dans les endroits où ils ne pouvaient pas partir dans le sud, où ils étaient nés dans un milieu qui était complètement dans le nord. Ils ne pouvaient donc pas
se séparer simplement parce que les Noirs ont décidé de créer leur pays et partir dans le sud. Alors ces Noirs-là, malheureusement, ont continué à vivre les mêmes atrocités, les mêmes difficultés de temps en temps, les mêmes horreurs. En 2013, le groupe Janjaweed est transformé et appelé RSF, dirigé par ce monsieur ici, Emeti. Le RSF était simplement un groupe utilisé par le président Omar al-Bashir dans l'objectif de pouvoir taire ses dissidents et toutes les personnes qui osaient se lever contre lui. Donc, Omar al-Bashir ne voulait pas utiliser l'armée pour aller faire ses basses besognes, préférait utiliser les Janjaweed qui étaient devenus RSF, qui, contrairement à l'armée, n'avaient pas de réponse à donner à qui que ce soit pour aller faire ses basses besognes partout dans le pays. Alors avec le temps, les RSF ont développé des capacités. Ils sont devenus aussi forts que l'armée. Pourquoi? Parce que les terrains qu'ils contrôlaient étaient généralement très riches. Je rappelle que le Soudan est un pays très riche en termes de matière. Ils ont le 3e plus grand producteur d'or en Afrique. Les RSF contrôlaient et géraient plusieurs endroits où il y avait beaucoup d'or. Ils avaient donc les capacités de pouvoir s'acheter des armes et de pouvoir s'organiser. Ce général, qui est le général de l'armée, et ce général ici, vivaient en collaboration. Il y avait, si on peut dire, 2 armées simultanément dans un seul pays. Une armée officielle et une armée privée du président de la République. En 2018, la population soudanaise était fatiguée du président Omar al-Bashir. Pourquoi? Parce qu'il y avait évidemment difficultés, manque d'argent, manque de nourriture, manque de pain et tout le reste. La population s'est levée, partie dans les rues pour réclamer leurs droits. Et avec ça, le RSF et l'armée ont saisi cela comme une belle opportunité pour eux. Ils se disent, bon, écoutez, on pourrait se servir de cette opportunité pour changer les choses. On pourrait prendre le pouvoir et ensuite léguer le pouvoir exécutif à des civils pour nous diriger. Le président al-Bashir a été renversé. Maintenant, il y avait des difficultés. Il y avait 2 généraux de 2 forces totalement opposées, aussi fortes l'une que l'autre, qui chacun voulait diriger le pays. Donc en réalité, on a 2 personnes obligées de travailler ensemble. Le général de RSF s'est rendu compte qu'en devenant le subalterne du général de l'armée normalement et en laissant ses hommes intégrer l'armée, lui affaiblirait totalement. Donc il perdrait ses avantages, il n'aurait plus les capacités. Parce qu'en réalité, il a une armée aussi forte que l'armée régulière. Pourquoi accepterait-il ces gens d'histoire? Avec ça, évidemment, ils ont commencé la guerre. Et c'est comme ça que la guerre actuelle au Soudan a commencé, la guerre qui sépare 2 peuples. Il s'agit de 2 généraux qui se battent pour le pouvoir du pays. Alors, on continue notre histoire. Les Noirs soudanais sont persécutés partout où ils passent. Ils vivent la terreur, l'horreur, la misère, la galère. Mais ces Noirs-là ont toujours préféré l'armée par rapport au RSF, qui autrefois étaient des Janjaweed. Pourquoi? Parce que l'armée, bien que l'armée les maltraitait, l'armée devrait répondre aux appels internationaux. À chaque fois que l'international criait et posait de questions sur la population civile massacrée, et au moins tenter de masquer leurs atrocités. L'armée, quelquefois, était obligée de ne pas commettre d'atrocités, surtout quand il n'y avait pas de révolte. Par contre, les Janjaweed, eux, ils s'en foutaient éperdument. Les Janjaweed vous massacrent comme ils veulent. Ils n'ont d'explication à donner à personne. Donc, pour la population noire soudanaise, il était préférable d'être maltraité par l'armée que d'être maltraités par les Janjaweed, qui ont naturellement un complexe de supériorité et perçoivent les Noirs soudanais comme des animaux. Les Émirats Arabes Unis, comment sont-ils arrivés dans cette histoire? Ils sont accusés de sponsoriser les RSF en armement, en drones, en équipement, en images satellitaires et en beaucoup d'histoires. Ils ont même été accusés d'avoir importé des mercenaires colombiens qui sont allés au Soudan à travers les Émirats Arabes Unis où ils ont reçu de l'argent et des équipements. L'objectif est évidemment de déstabiliser totalement l'armée régulière. Ben écoutez, le Soudan est un terrain très important pour eux. Les Émirats arabes importent 90% de leur nourriture et leur investissement dans l'agriculture se trouve au Soudan. Donc il y a beaucoup de terres arables au Soudan qui sont cultivées dans l'objectif de nourrir les Émirats arabes unis. Rappelez-vous, ce sont les terrains désertiques. Ils ont donc besoin de se procurer de tout ce dont ils ont besoin d'ailleurs. Et le Soudan est le partenaire parfait pour eux. Le Soudan est le 3e plus grand producteur d'or en Afrique. Et l'or soudanais principalement va aux Émirats arabes unis. Donc ils sont le plus grand profiteur, le plus grand acheteur et le plus grand investisseur. Ils ont ici investi dans la télécommunication du Soudan. Ils contrôlent le système et l'architecture entièrement. Les Émirats arabes unis ont aussi investi dans les banques du Soudan. Donc ils ont beaucoup d'investissements. Parce que naturellement, il est plus simple de gérer ou de dealer avec une armée irrégulière que de dealer avec une armée régulière. Parce que l'armée régulière, il faut passer à travers la paperasse du gouvernement. Il faut signer des papiers, il faut être cohérent, il faut payer l'argent qu'on demande. Il n'y a pas de négociation à ce niveau-là. Avec une armée régulière, on peut leur balancer quelques millions de dollars et puis c'est fini. Apportez-nous l'or qu'on désire. La quantité, on ne compte pas, mais on vous balance quelques millions encore. Vous voulez quoi? Des armes? Envoyez-nous de l'or. C'est plus facile de manipuler une armée irrégulière que de manipuler une armée régulière. Et aussi leur concept en termes de religion, le Muslim Brotherhood, dont ils ne soutiennent pas, joue un rôle très important. Le Soudan a traversé un moment absolument difficile depuis très longtemps. Depuis son indépendance, les Noirs soudanais ont toujours réclamé leur maltraitance qu'ils reçoivent de leurs compatriotes arabes qui malheureusement se comportent en supérieur dans tout le domaine. Pendant très longtemps, les tribus noires au Soudan ont été abattues, tuées, torturées, violées
et beaucoup de choses. Et ce groupe proéminent de massacres au nom de Janjaweed a fait des atrocités contre la population Fur, Malasite, Zagawa, Tinjour et Berti, qui sont principalement des populations noires. Actuellement, ils viennent de récupérer une ville très importante au nom de El Fasher. Après l'avoir bloquée pendant 18 mois. Donc 18 mois de guerre, 18 mois d'assujettissement contre une ville. Enfin, la ville est tombée, mais ils ont massacré des gens. Les preuves sont là. On a vu les images satellitaires qui démontrent le sang à même le sol. Et d'après Harvard, concorde à un génome. Les hommes, les femmes, les civils, les vieillards, les enfants sont finis dans les rues. On a vu plusieurs vidéos d'une femme avec ses enfants qui étaient traumatisés avant d'être carrément finis. Ça fait mal. Et l'opinion internationale, évidemment, s'est tue pendant très longtemps, jusqu'à ce que les gens sur TikTok fassent du bruit. On a fait tellement de bruit qu'ils étaient obligés d'arrêter le monsieur qui se filmait pour avoir fait ces histoires. Le monsieur lui-même dit avoir éteint plus de 1000 personnes. Et on est complètement fiers. Et cette arrestation, pour beaucoup de personnes, n'est qu'une mascarade. Une façon, justement, de lustrer un peu, de laver un peu l'image de RSF, qui, décidément, voudrait devenir un agent de gouvernement reconnu dans le monde. Voilà ce qui se passe au Soudan. Je pense qu'il est important de le savoir. Ça fait très mal. Mais c'est une réalité qui, malheureusement, nous touche. Et on se pose beaucoup de questions. Savoir où vol, la corruption, l'envie, le besoin essentiel d'avoir beaucoup plus d'argent que tout le monde, même par les moyens illicites. L'une des raisons pour lesquelles l'Afrique est toujours derrière tout le monde, l'Afrique est un lieu de misère, de galère, de peine. C'est l'envie, le besoin de s'enrichir, le népotisme, la jalousie. Et je pense que certains pays commencent à comprendre comment ça fonctionne. Les Chinois l'ont compris depuis très longtemps et ont appris comment résorber cette histoire. Je pense qu'il est temps que les Africains mettent leurs émotions de côté et commencent à faire les choses correctement. Nous sommes au Mali. Au Mali, à Bamako, on a arrêté plusieurs personnes pour avoir été impliquées dans des histoires illicites de pétrole. Pétrole, pétrolière ou essence. Pourquoi? Le Mali actuellement fait face à une pénurie sévère de carburant aggravée par le blocus djihadiste, des détournements internes. Le Mali, normalement, reçoit son pétrole du nord, par exemple, de l'Algérie, du sud, venant de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Alors, actuellement, il n'y a pas de carburant. Pourquoi il n'y a pas de carburant? Il n'y a pas de carburant parce que, principalement, la relation entre le Mali et plusieurs pays limitrophes est tendue. La relation entre le Mali et l'Algérie au nord, où on recevait le pétrole, même illicitement, arrivait à cause de l'histoire des drones. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez, il y a cela plusieurs mois, les armées maliennes traquaient des terroristes au nord du pays, faisant usage d'un drone spécialisé. Ce drone, malheureusement, a été abattu par les forces algériennes, qui ont accusé le Mali de franchir la barrière, c'est-à-dire le drone était dans le territoire algérien. Ainsi, cela a donné à l'Algérie le droit d'abattre le drone. Le Mali, par contre, a dit que le drone était dans le territoire malien. Après ces différences d'opinion, la relation entre les deux pays est tombée en cascade. C'est-à-dire, rappelle l'ambassadeur malien en Algérie, l'Algérie a fait autant et ça a été une bousculade totale. C'est-à-dire, le Mali a coupé contact avec l'Algérie. L'Algérie, en réciprocité, a arrêté de transférer, en tout cas de laisser passer le carburant à travers ses frontières. Bien que ce était illicite, parce qu'en Algérie, le carburant est subventionné par le gouvernement, faisant ainsi du carburant algérien moins cher par rapport au carburant malien. Comme le carburant algérien est moins cher par rapport au carburant malien, beaucoup de gens préféraient importer ou acheter le carburant, même illicitement, de l'Algérie, puisque ça coûte moins cher. Secondo, la deuxième façon, c'est importer le carburant à travers la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et vous posez la question de savoir comment est-ce possible, puisque la Côte d'Ivoire et le Mali ne sont pas en très bons termes. C'est simple. Le gouvernement, entre eux, ne sont pas en bons termes. Mais les commerçants, les entités privées, le vendeur et l'acheteur, sont en bons termes. Et malgré ces difficultés, puisque ça profite à la Côte d'Ivoire financièrement et au Mali sur le plan technique, logistique, le trade continue. Alors, le problème est simple. Il y a des interruptions qui se font régulièrement par des terroristes qui prennent en otage des tanks de gasoline, quelquefois brûlent ou détruisent complètement, rendant ainsi le transfert à la capitale et à d'autres endroits quasiment impossible. Alors, à cause de ce fait, il y a carence de carburant au Mali et c'est très difficile. Il y a quelque temps, le gouvernement malien, je pense, a demandé aux étudiants de rester à la maison pendant quelque temps jusqu'à ce qu'on trouve une solution un peu plus permanente. Communiqué conjoint des ministères de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Les ministres de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique informent les enseignants, les chercheurs, les élèves, les étudiants, les parents d'élèves, les partenaires, le personnel administratif et la communauté nationale que les cours seront suspendus sur
toute l'étendue du territoire national du lundi 27 octobre 2025 au dimanche 9 novembre 2025. Maintenant, comme vous pouvez bien l'estimer, dans des conditions pareilles, il y a toujours des gens qui créent des histoires, des tractations, des commerces dans le noir. C'est-à-dire des gens qui peuvent naturellement mettre leurs mains sur le carburant et revendre dans le marché beaucoup plus cher. Bien que le gouvernement fournisse un effort hors de l'ordinaire pour essayer d'avoir assez de carburant pour la population entière, il y a des gens qui sont impliqués, qui manœuvrent à sorte d'avoir du carburant en privé et revendre plus cher qu'au marché local. C'est-à-dire, on a un choix. Soit vous allez aux stations-service, en attente que votre tour arrive dans 7 jours pour avoir le carburant, soit vous allez carrément chez monsieur Moussavou dans le coin qui vend du carburant à 2 fois plus cher ou 3 ou 4 fois. C'est comme ça que ça fonctionne. Évidemment, comme les Noirs en général adorent ces genres d'histoires pour s'enrichir rapidement, si ça implique la peine d'autres personnes, on le fait. On a été informé qu'il y a une camion-citerne qui est en train de s'approvisionner à la station Bilico. Et aussitôt, j'ai dépêché une équipe sur les lieux. Et évidemment, on a su qu'ils étaient en train de faire l'opération. Et on les a interpellés, le chauffeur, les gérants, ainsi que les pompistes. Donc la citerne arrêtée derrière moi contient à peu près 10 000 litres de carburant, de gasoil. Alors, certaines personnes ont été arrêtées. Comme je disais précédemment, je pense qu'il y a certaines personnes dans certaines conditions, il faut les poum. Ouais, c'est ça, il ne faut pas les jeter en prison. Une personne qui vole l'argent du contribuable, il faut le poum. Ça ne sert à rien de le mettre en prison, il ne sert plus à rien à la société. C'est un égoïste, un méchant, un mauvais. Une personne qui prend l'argent qui appartient à l'État pour objectif de construire un hôpital pour la population, il faut le mettre devant les gens, il faut le poum. Parce qu'il ne sert absolument à rien, il n'a pas d'importance. Une personne qui prend l'argent destiné à aider les veuves, les militaires, leur salaire, leur nourriture, leur ration, il faut le mettre devant, il faut le poum. Il n'y a absolument rien à gagner là-dessus. Okay? Il va aller faire son salut dans l'autre monde. C'est simple. Les Chinois ont compris ça. Voilà pourquoi ce genre de bêtises n'arrive pas en Chine. Rappelez-vous que la Chine, après la Deuxième Guerre mondiale, était en difficulté autant que les Africains, si pas plus. En effet, les Africains avaient toutes les richesses sous terre, même s'ils ne se sont pas servis de leur cerveau pour exploiter. Les Chinois n'avaient que le riz. Où sont-ils aujourd'hui? C'est parce qu'ils ont compris que le poison numéro 1, c'est le fraude, le vol, la corruption, le mensonge, l'envie. Il est important de faire ça pour donner l'exemple à tout le monde, pour que les autres comprennent, voient et ne le fassent pas. Écoutez, l'Afrique, s'il y avait des gens sérieux, vous savez, l'Afrique, si elle était pure, il n'y avait pas de corruption. Les gens respectaient leur travail, elle serait très loin. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et il faudrait malheureusement que certaines personnes tombent pour que cette tendance change pour toujours. Nous allons au Burkina Faso. Au Burkina Faso, le pays de Sankara, de manière très similaire, on a vu ici, comme vous voyez, 3 techniciens ont été arrêtés par la brigade Laballe. La brigade Laballe qui fait un travail excellent actuellement de rééducation mentale. On ne peut pas parler de développement en Afrique sans parler de comportement. Ça n'a aucun sens. L'Afrique a un comportement. Il faut bouger son comportement pour que son cerveau fonctionne. Il faut y mettre du piment. S'il n'y a pas de piment, ça ne fonctionne pas. L'Africain essaiera toujours de faire moins et de gagner plus. C'est ça, sa nature. Écoutez, la brigade Laballe fait un travail excellent. Moi, j'ai volé le câble. La patrie ou la mort, là, pour vous, c'est quoi? Vous avez transformé cette devise-là en quoi? En tout cas, ce n'est pas la patrie, c'est le ventre d'abord. 12 000, c'était pour aller faire quoi? J'ai mis de l'essence et puis j'ai mangé. J'ai mis de l'essence et puis tu as mangé. Et j'ai enlevé, donné à celui qui était ici. Ils ont arrêté les 3 techniciens pour vol de câbles électriques dans le stade de football. Imaginez, le stade, vous allez voler des câbles électriques. Récemment rénové, les individus faisaient partie d'une équipe et ont travaillé là-bas précédemment. Vous travaillez une fois, on vous fait confiance parce que vous avez déjà été, on vous réétablit, vous faites un travail, vous volez les câbles et ils sont là. Encore une fois, je ne suis pas de ceux qui pardonnent, ce n'est pas moi. Il faut prendre ces gens, il faut les aligner, il faut les boum. Oh oui, je suis désolé, il faut les boum parce que ils ont été mal éduqués. Comme ça, les parents vont rentrer à la maison et se diront, j'ai échoué cet enfant. Le problème de l'Afrique, vous donnez beaucoup trop de chances aux gens pour des choses qui sont irréparables. Et quand vous prenez une telle personne, vous essayez de le rétablir en société, d'autres personnes pensent qu'ils vont aussi voler des millions de dollars, on va le rétablir en société. C'est ça, là. Je sais que M. Traoré pense différemment de moi, certainement, vu qu'on voit qu'il y a des personnes qui partent en prison au Burkina Faso. Et ils font des travaux, en fin de compte, sans réhabiliter dans la société. On pourrait comprendre ça. En tout cas, pour des choses mineures, hein, on peut comprendre. Mais il y a des choses, pour moi, voler l'argent des militaires, voler l'argent des veuves, des militaires, les enfants des militaires,
création des hôpitaux. La Russie vient encore de tester une arme nucléaire de capacité incroyable, comme jamais dans le passé. Un drone nucléaire au nom de Poséidon. Ouais, mes amis, c'est chaud. Je sais qu'on ne le remarque peut-être pas, puisqu'on a parlé tellement d'une chose qui est la Russie, on ne remarque plus l'ampleur. C'est une histoire qui arrive très souvent. Vous savez, on perd la sensibilité d'un sujet au fur et à mesure qu'on l'entend. En d'autres termes, pour une personne qui travaille à la morgue, par exemple, le fait de voir des corps sans vie régulièrement lui fait perdre cette sensibilité qu'il avait au passé. Donc, quand il voit un corps sans vie, ça ne lui fait absolument plus rien. En tout cas, si pas plus rien, il n'a plus les sensations qu'aurait une personne normale qui, devant soi, trouve une personne sans vie. Alors, le même sujet est applicable en ce qui concerne la Russie. On en a tellement parlé, vous en avez tellement entendu parler, qu'on ne réalise plus l'ampleur et le sérieux autour de cette histoire. Nous arrivons à un point capital, bouillant. En effet, quelques jours plus tard, après avoir testé Bourevitchnik, la Russie vient de tester le Poséidon, un drone sous-marin à propulsion nucléaire, capable de transporter une charge nucléaire. Le président Vladimir Poutine a affirmé que ce drone est impossible à intercepter. Donc, comme le Bourevitchnik, celui-ci, le Poséidon, est aussi impossible à intercepter. Et il peut plonger plus profondément et se déplacer plus rapidement que n'importe quel sous-marin. For the first time, we succeeded not only in launching it from a submarine using its booster motor, but also in igniting the nuclear propulsion system, which the vehicle used for a certain period of time. This is a tremendous success. Et qu'il peut atteindre n'importe quel continent. Un drone sous-marin capable de profondeur inouïe qui peut bouger à une vitesse inouïe et atteindre n'importe quel continent. Alors à quoi sert le Poséidon? On se pose la question de savoir. Si on a des missiles comme Bourevitchnik, comme Orichnik, pourquoi on a besoin de Poséidon? Poséidon est différent. En quoi c'est différent? Le Poséidon est conçu pour déclencher des explosions nucléaires sous-marines pouvant potentiellement provoquer des tsunamis radioactifs près des villes côtières. Vous connaissez les tsunamis, n'est-ce pas? Ça, c'est un tsunami. Regardez-moi ça. C'est malade, n'est-ce pas? Maintenant, imaginez un tsunami radioactif. Il n'y a pas de pire façon de mourir. Et personne ne peut survivre. Évidemment, les relations mondiales coulent à flot. Les dirigeants occidentaux, dont le président Trump, ont condamné ces essais comme provocateurs et déstabilisants. Généralement, quand c'est eux qui font des tests, là on ne dit rien. À chaque fois que c'est une entité extérieure, là c'est provocateur. Alors les analystes militaires de l'OTAN ont dit que ces armes pourraient contourner le système de défense antimissile traditionnel, modifiant ainsi l'équilibre stratégique mondial. Donc évidemment, comme vous le savez, comme il y a des systèmes de défense de missiles sur Terre, il y a aussi des systèmes de défense de missiles sous-marins. Alors, cette arme ici, le Poséidon est capable de battre ces systèmes de défense des missiles. Alors, je pense qu'il est important de parler du moment choisi. Pourquoi est-ce que M. Poutine tire 2 missiles à la fois? Parce qu'il y a à peine quelques jours, il venait de tirer le Bourevitchnik, un missile de capacité incroyable. Le Bourevitchnik, évidemment, c'est un missile capable de voler pendant 15 heures de temps et parcourir 15 000 kilomètres. And now the decisive tests are complete. A great deal of work remains to be done to put these weapons on combat alert. That's clear. All the regulations need to be met. Nevertheless, the key objectives have now been achieved. 15 heures de temps et 15 000 kilomètres. Donc ça peut rester dans les airs pendant plusieurs jours et ensuite frapper. Le Bourevitchnik. Pourquoi il le fait directement? C'est vrai, quelquefois quand on veut faire preuve de ses forces, on peut montrer un biceps. On n'en montre pas 2 directement, n'est-ce pas? À moins qu'on veuille vraiment passer un message urgent, n'est-ce pas? À moins qu'on veuille faire de la déterrence. On essaie d'avertir directement une personne. Faites très attention, j'ai ça. Faites très attention, j'ai aussi ça. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui se passe que vous ne comprenez peut-être pas? L'OTAN, il y a quelques jours, a fait son entraînement en Hollande, un entraînement nucléaire de préparation commune. 14 pays étaient participants et ils ont fait des entraînements, évidemment, à la tête. C'était quoi comme ennemi? La Russie. Les Russes se préparent aussi. Alors, l'un des messages essentiels que M. Poutine essaie de passer à Trump est évident. C'est lequel? Le traité START, les amis. Le traité START ou encore le Strategic Arm Reduction Treaty. C'est une série des accords bilatéraux qui étaient signés entre les États-Unis et l'Union soviétique à l'époque. Ensuite, la Russie. Ça avait quel objectif? L'objectif était simple. Réduire et limiter les armes nucléaires stratégiques. Donc, chaque pays entre les États-Unis et la Russie devrait avoir un maximum de 1550 missiles de croisière avec tête destructif. Et aussi, ils avaient un système de contrôle, évidemment. Chacun passait un rapport vérifié pour s'assurer que ce traité était respecté. Et ce traité expire au mois de février.
OK, au mois de février, évidemment, c'est un traité renouvelable chaque 10 ans. Et là, il y a des intentions qui ont jailli selon lesquelles il n'y aurait pas extension de ce traité. Alors, M. Poutine, d'une façon très claire, essaie de passer un message des gens. Vous avez intérêt à venir autour de la table pour discuter sur ce traité. La Russie a promis de déployer l'Orychnik au mois de novembre. Vous vous souvenez d'Orychnik? C'est ce missile très rapide capable de porter 6 têtes nucléaires. On s'est servi d'Orychnik pour faire peur à l'Ukraine récemment, pour leur faire fermer la bouche quand ils avaient frappé directement dans le territoire russe. La Russie a également annoncé le déploiement opérationnel du missile Sarmat. Nous nous considérons en droit d'utiliser nos armes contre les installations militaires de certains pays, ceux qui fournissent leurs armes pour nous attaquer. Donc, ce sont des histoires qu'ils avaient au dépôt. Maintenant, là, on les a sortis. Alors, pourquoi tout ça? Pourquoi on monte ces muscles? On se pose la question. Ces annonces, évidemment, ont été faites après l'effondrement des discussions entre les États-Unis et la Russie. Rappelez-vous, il y a quelque temps, ils étaient censés se rencontrer à Budapest pour des discussions sur la fin de la guerre en Ukraine. Il s'agissait ici préalablement de trouver un moyen de faire un cessez-le-feu. Mais il y a eu discordance. Qu'est-ce qui s'est passé? Trump voulait qu'il y ait un cessez-le-feu immédiat et sans condition. Si je suis honnête, la seule chose que je peux dire, c'est qu'à chaque fois que je parle avec Vladimir, j'ai des conversations intéressantes, mais elles ne mènent nulle part. Nous avons annulé la rencontre de Budapest avec le président Poutine. Je ne le sentais pas, je n'avais pas l'impression que nous allions atteindre notre objectif. J'ai donc annulé, mais nous le ferons à l'avenir. Poutine, par contre, voulait qu'on respecte les conditions avant le cessez-le-feu. Poutine a des conditions qu'il veut voir respectées avant d'appliquer le cessez-le-feu. Sinon, disait-il, ce serait un peu comme Gaza, où on a eu cessez-le-feu, mais pour n'avoir pas traité les conditions préalables, ils sont dans un cessez-le-feu, mais toujours en train de s'entretuer. Alors, quelles sont les demandes de Poutine? La Russie veut la capitulation complète de l'Ukraine, c'est-à-dire le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, avait réitéré autrefois disant que Moscou n'accepterait aucun cessez-le-feu en court terme. Okay? Si l'Ukraine ne se soumet pas à ces conditions équivalentes à une capitulation totale. Ça, c'est Lavrov qui a dit. Secondo, la Russie insiste sur une paix stable à long terme, rejetant tout cessez-le-feu qui ne ferait que suspendre le combat sans résoudre le conflit définitivement. Évidemment, quand vous faites un cessez-le-feu sans résoudre le problème, vous aurez certainement encore le problème. Mais pourquoi est-ce que vous désirez avoir un cessez-le-feu si vous êtes en train de gagner un combat qui, en fin de compte, ne sera pas résorbé? Il vaut mieux continuer de se battre que de donner à son adversaire le temps de respirer et de se reconstituer, n'est-ce pas? La Russie veut des garanties. La Russie demande des engagements contraignants à Washington pour limiter l'expansion de l'OTAN. La Russie veut des engagements signés de Washington disant qu'il n'y aura pas expansion de l'OTAN et de réduire le soutien militaire occidental à l'Ukraine. Donc l'Ukraine ne devrait plus avoir des armes au-delà d'un certain niveau. Donc la Russie a 4 conditions majeures, sans lesquelles il n'y aura pas signature de traité, sans lesquelles il n'y aura pas signature de cessez-le-feu. Mais Donald Trump et ses amis américains et européens veulent un cessez-le-feu immédiat. Et c'est la raison principale pour laquelle ils n'ont pas pu s'accorder. Alors là, qu'est-ce qu'a fait Trump? En partant, il a promis à l'Ukraine de lui autoriser de frapper à l'intérieur de Moscou avec ses armes. Quelques temps plus tard, Poutine a frappé Borisvechnik. Quelques jours plus tard, il a frappé Poséidon. Alors c'est un message clair ou pas? Je pense qu'il faut aussi voir en arrière pour comprendre ce qui s'est passé. Le 1er mai 2018, Poutine avait annoncé que la Russie possédait 5 nouvelles armes nucléaires capables de contourner la défense antimissile américaine. Évidemment, avec le temps, avec ce qu'il est en train de nous montrer aussi, c'est une affirmation qui semble aujourd'hui être confirmée. Ils en ont les capacités. Je vous rappelle aussi que lors du test de l'Orychnik, l'ancien conseiller américain de la sécurité nationale, M. H.R. McMaster, je crois, avait commenté que les États-Unis n'auraient pas de réponse pendant au moins 15 ans. Donc ce monsieur-là, c'est une personne crédible. S'il peut dire que les États-Unis n'auraient pas de réponse pendant au moins 15 ans, il sait de quoi il parle. Les remarques précédentes de Trump, évidemment, sur le système de défense antimissile américain, le Golden Dome, qu'il a promis de placer pour protéger les États-Unis, qu'il disait invincibles, sont désormais ralliés à la lumière de ces tests russes. Donc, les missiles russes vont détruire ce dôme de fer. Alors, autre chose qui a vraiment énervé Poutine sont les nouvelles sanctions américaines. Récemment, il y a eu sanctions sur des institutions russes
de nouvelles sanctions ont été imposées sur les géants pétroliers russes tels que Rosneft et Lukoil. Et ces deux entités apportent le clair de l'argent russe jusque-là. Alors ça a énervé Poutine. Ce sont des énormes sanctions contre deux de leurs plus grosses compagnies pétrolières. Et nous espérons qu'elles seront de courte durée et que la guerre sera réglée. C'est une chose qu'il n'a pas aimée. Évidemment, après l'effondrement du sommet prévu à Bucarest et cette tension croissante, l'OTAN faisant ses entraînements nucléaires, la Russie voulait vous montrer de quoi il est capable. Donc nous sommes à un point névralgique de l'histoire. Je pense qu'il est très important de faire très attention sur ce qui se passe. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. La leçon est simple. Un ennemi aujourd'hui, c'est un ennemi toujours, ne vous trompez pas. Un ennemi aujourd'hui est un ennemi pour toujours. Un ami ne peut jamais te faire la guerre, jamais de la vie. Jamais un ami te ferait la guerre, jamais. Un ami peut se fâcher, il peut être en colère, il peut se retirer pendant un temps, mais jamais il ne te fera la guerre. Si un ami te fait la guerre, même s'il vient s'excuser, il faut l'excuser en distance. Si un ami te fait la guerre, même s'il vient s'excuser, il faut l'excuser à distance. God bless.